Allez, Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour On va se faire foot, cinquième numéro. Comme tous les mardis, on se retrouve pour 55 minutes d'analyse foot. Et pour m'accompagner ce soir autour du micro, on a Marc Abaye dans la neige et à Québec, Salut. Daniel Montero dans un couloir avec un maillot du Portugal et à Lisbonne, salam alaikum. Malekoum Salem, et Giancarlo Bruni à San Francisco. Salut Giancarlo. Ah ouais, Moi-même, je suis dans le noir, je suis dans une cave à Marrakech. Et au menu ce oh, soir, putain, euh, ça fait peur. Quand tu le dis comme ça fait Ce peur. soir, il y a les matchs internationaux avec une analyse, un débrief d'Irlande-France qui vient de se terminer et de France-Pays-Bas qui a eu le vendredi dernier. Un retour sur la rentrée sportive du Portugal et son nouveau sélectionneur Roberto Martinez. Et un retour sur la crise au Bayern de Munich. Ou sur le champ, pour une fois, on va parler du championnat d'Allemagne. Je sais que ça passionne particulièrement Giancarlo. Et ensuite, on aura la rubrique que tout le monde nous envie, les pronostics. Donc, on va démarrer tout de suite avec notre premier thème. L'équipe de France faisait sa rentrée sportive après la Coupe du Monde ce vendredi et ce lundi. Ils ont connu deux victoires, 4-0 contre les Pays-Bas et 1-0 contre l'Irlande. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que visiblement, la défense ne prend plus de buts. Mais au-delà, est-ce que vous êtes rassuré par la rentrée sportive de l'équipe de France et est-ce que vous pensez que cette équipe peut se projeter de manière optimiste vers l'Euro 2024 et pourquoi pas avancer déjà comme un potentiel favori de l'épreuve? Marc, pour une fois, je te laisse débuter. Maintenant que tu as été busuté la semaine dernière. Merci, Mehdi, merci. Favoris, je pense que c'est sûr qu'ils font partie des favoris. C'est une équipe qui sera solide. Les équipes de Deschamps sont toujours très solides et c'est sûr qu'ils prennent pas de but. Après, il y a eu une enflammade après France-Pays-Bas, sachant qu'on a joué les Pays-Bas qui étaient l'équipe B, avec 5 absents et qu'on a marqué au bout d'une minute 45. Donc c'est sûr que quand tu démarres ton match comme ça, après, ben, évidemment, les autres doivent faire le jeu, ça crée des espaces avec les joueurs qu'on a. On est capable de créer le danger à tout moment. Donc il y a eu une grosse enflammade. Moi, j'attendais vraiment ce soir parce que c'était une équipe beaucoup plus solide en face. C'est pas non plus des tueurs, c'est pas une équipe majeure non plus d'Europe, mais bon, c'est quand même physiquement, c'est quand même des gens, des joueurs qui sont beaucoup qui jouent beaucoup plus costaud, on va dire. Et on l'a vu, dès qu'il y a une défense et qu'il y a une équipe beaucoup plus repliée avec des joueurs, avec une défense à 5 par exemple, on a beaucoup plus de mal à se créer des espaces. Et là où je suis inquiet, c'est plus dans la tendance à Deschamps à toujours. Je ne sais pas pourquoi il a voulu changer ce soir alors qu'il y avait une belle dynamique. Et puis pourquoi il a voulu rajouter Giroud. J'imagine que dans sa tête, il s'est dit que c'était plus solide en face, donc il fallait rajouter un petit peu de poids, j'imagine, avec un point de fixation. Mais je ne sais pas pourquoi il a voulu changer de système et je trouve que, enfin, en tout cas, il aurait dû essayer de continuer, d'essayer de créer une dynamique, justement. Voilà, pour moi, c'est une équipe qui va être solide et qui va être difficile à manœuvrer. L'équipe de France, c'est ça depuis des années. Elle ne sera pas très sexy à voir. Je ne pense pas que le France-Pays-Bas se reproduise très souvent. Mais on sera là. On sera là et probablement dans les deux, trois meilleures équipes de l'Euro. Dany, qui visiblement commente aussi le tiercé hein, avec son casque. Eh oui, les vachettes sont sur Simone. Non, je plaisante. Pour vos fidèles. Non. Alors, Alors le tiercé, Dani, c'est des chevaux, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, Vas-y. j'étais Un sur cabri. j'étais sur les 11 citrons. J'étais sur les 11 j'étais sur les citrons. 11 citrons, ouais, j'étais sur les 11 citrons, moi. Alors, ce n'était pas un cheval non plus. C'était les vachettes. À ta question, donc, est-ce que la France peut nourrir de grandes ambitions pour l'Euro 2024? Moi, je suis d'accord, oui, mais je mettrais quand même un bémol. Moi, je répondrais sur 3 points. Le premier, c'est que cette équipe de France, elle est de toute façon dans la continuité de ce qu'on a vu avec l'ère Deschamps et ce qu'on a vu au Mondial, c'est-à-dire une équipe quand même qui était pour moi la meilleure du monde. On n'a pas battu l'Argentine, c'est vrai, Mais on n'a pas perdu non mais plus. on n'a pas perdu. Ouais, c'est vrai. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais moi, je pense quand même que la France méritait
largement sa victoire face à l'Argentine. Et, Oh là 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 mais- là là On là n'a pas là. vu le ouais, même match. je suis désolé, mais le triplé de Je Mbappé, vais te donner la parole après, reste le, tranquille. ouais, le, le Là, je suis triplé, le dépité. triplé, le triplé de Mbappé, c'est quand même historique. Et on en dira ce qu'on voudra. En tout cas, moi, mon point de vue, c'est que la France méritait largement la victoire à ce mondial. Et cette équipe, elle est dans la continuité de cette dynamique. C'est, c'est le premier point, moi, que je vois. Et là-dessus, il faut rendre hommage à Didier Deschamps. Depuis qu'il est là, il a quand même fait un gros boulot au niveau de l'effectif. Il a su en fait mettre au placard les anciens, à faire venir des nouveaux. Il met, je pense, au niveau du vestiaire, une bonne ambiance. Il sait animer un peu les choses. Je pense que les polémiques qu'il y a autour, elles naissent pas forcément de son fait. Et en tout cas, il a créé jusqu'à aujourd'hui un groupe qui est compétitif et qui continue à progresser en fait. On dira ce qu'on voudra, mais cette équipe de France, elle fait partie des meilleures actuellement au monde. Et le troisième point, c'est Kylian Mbappé. Pour moi, c'est voilà, c'est le leader de l'équipe aujourd'hui. Il y a eu l'ère Platini, il y a eu l'ère Zidane. Aujourd'hui, il faut l'accepter, c'est l'ère Mbappé. Et on construit une équipe autour de lui. Je pense qu'il a raison, il a compris. Je mettrai mon bémol, c'est sur la partie gauche de l'équipe. On défend bien avec Théo Hernandez à gauche, mais par contre, l'animation offensive avec le piston, avec Rabiot, pour moi, ça fonctionne pas. Moi, Hernandez, parfois, il me fait rappeler un latéral gauche au Portugal qu'on avait qui était très, très mauvais, qui était Manuel Dimas. Et ce soir, on l'a encore vu. Il n'était pas très, très bon. Donc, moi, j'ai un bémol sur la partie gauche, l'animation offensive. Et dès lors, je rejoins Marc, quand on a des défenses comme ça à 5, clairement, ça ne fonctionne pas. Donc, à progresser à ce niveau-là. Giancarlo, je t'ai vu réagir là, de manière très véhémente là, Sur l'Argentine. sur l'Argentine. Ouais, moi je veux même pas revenir là-dessus tout de suite. Je vais revenir d'abord à ta question. Est-ce qu'ils sont favoris et en nourrir des ambitions? Ben, évidemment, quand tu es l'équipe de France, que tu vas disputer un euro, évidemment, tu nourris des ambitions. Tu la joues pour la gagner, de toute façon, cette compétition-là. Surtout que la prochaine fois, il va y avoir 48 équipes, donc ça va être plus large. L'Italie aura une chance de se qualifier, du coup, peut-être. Bon, en tout cas, évidemment, je pense que c'est des favoris. Moi, ce qui m'intéressait le plus aujourd'hui dans le match contre l'Irlande, c'est le contraste qu'il y avait entre une équipe contre des Pays-Bas qui était plutôt joueuse et où la France, contre les équipes joueuses, comme il y a de la place, comme elle a de la place devant elle, elle a de la place pour se projeter et que les joueurs pour, il brille contre des équipes qui jouent avec un bloc plus bas, qui montrent de l'agressivité dans les duels, qui vont au mastic à tous les postes, même les ailiers qu'on a vus là ce soir irlandais, je les ai trouvés défensivement super bons. C'est une équipe qui a du mal, qui est pas belle à voir jouer. Après, ce que il faut, et c'est pour ça qu'ils seront forcément favoris, c'est que dans toutes les lignes de cette équipe, tu as un top player mondial. Enfin, là, aujourd'hui, récupérer un gardien comme Mike Maignan, c'est énorme dans une équipe. C'est-à-dire que là, le mec te rapporte les 2 points sur sa dernière parade dans le match. Donc, évidemment, ça sera une équipe qui sera favorite, mais je la trouve en manque d'imagination quand elle tombe sur des équipes qui jouent avec un bloc très bas parce que sa vraie force, c'est la projection avec ses ailiers, ses joueurs rapides. Mais c'est pas l'Espagne, quoi. Ils vont pas être en capacité de jouer dans des petits espaces, de créer des différences dans des petits espaces. Et je pense que c'est ce qui manque le plus à cette équipe de France-là, c'est ce paramètre. Bon, après, oui, ils seront favoris, évidemment. Tu penses Et vraiment ouais, que techniquement, ils ne sont pas capables de jouer dans des petits espaces? Parce que moi, je trouve qu'on a des joueurs plutôt habiles techniquement, hein. Si tu prends Griezmann, si tu prends Rabiot, ben, si tu prends c'est Mbappé, si tu prends Kamavinga, t'as des joueurs quand même qui ont du ballon. Ou est-ce que c'est vraiment la philosophie de Deschamps qui fait que cette équipe, voilà, Deschamps, on sait ce qu'il était comme joueur, hein. On se souvient qu'à à la Coupe du Monde 98, par exemple, après le premier tour, il faisait partie de ceux qui avaient milité auprès d'Aimé Jacquet pour revenir à 3 milieux défensifs pour être en bloc bas. Et on voit qu'il fait jouer ses équipes comme lui, il était joueur.
Et Non, mais avec là, peut-être alors, le bémol à Monaco à l'époque où il jouait très offensif, mais sinon, c'est quand même un mais joueur, c'est quand même un entraîneur, pardon, qui n'a pas l'habitude de jouer l'attaque. Et effectivement, l'équipe est bloc bas, mais il les joue fait la pas. contre-attaque la plupart du temps. Et du coup, en jouant la contre-attaque la plupart du temps, sur un match, effectivement, qui m'intéressait beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs que celui contre les Pays-Bas, c'est de voir comment on allait réagir contre une équipe qui allait entre guillemets, nous laisser le ballon, essayer de nous contrer. Et on voit qu'on a toujours le même problème pour faire le jeu contre ces équipes, comme tu l'as dit. Et pour répondre à Marc, je pense effectivement qu'il a mis Giroud parce qu'il savait qu'il n'allait pas avoir la profondeur, qu'il avait besoin d'un point de fixation, un petit peu un renard des surfaces ou quelqu'un qui te marque des buts acrobatiques avec pas grand-chose, comme pouvait le faire Amara Simba à l'époque. Et donc, du coup, bon, ben voilà, on sent que la compo d'équipe était un peu, était un peu pensée dans ce sens. Mais Le roi de la bicyclette. moi, je suis pas sûr qu'avec un autre entraîneur, on peut pas avoir une philosophie de jeu différente, quoi. Ouais, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il a les joueurs pour le faire, mais on le voit pas. Ben ouais. On le voit pas. Tu vois pas des 1-2 des multipliés entre Kamavinga, Griezmann. Alors si, pour revenir en arrière souvent, mais dès qu'ils sont dans les 25 derniers mètres, tu le vois beaucoup moins. C'est beaucoup plus stéréotypé. Et, ils sont en galère dans ce jeu-là. Ben, Tu vois, par d'autant exemple, plus quand tu mets. Kamavinga et Griezmann, par exemple, ce que tu viens de les citer, c'est des joueurs qui jouent en Espagne, Griezmann depuis des années. Alors, un peu moins à l'Atlético pour Griezmann, mais quand il était à la Real Sociedad ou au Barça, c'était des équipes qui avaient l'habitude d'avoir la possession ou qui avaient un jeu de possession et de passes redoublées. Donc, ils savent faire ça normalement. Marc, Non, mais ils savent, mais quand as un entraîneur comme Deschamps, lui, ce qu'il veut, c'est l'équilibre. Son obsession, c'est ça, c'est l'équilibre. Effectivement, les années de Monaco, c'est une chose, il y a une vingtaine d'années. Et depuis, l'obsession, c'est l'équilibre jusqu'aux 20 derniers, aux 20 derniers mètres, proche de la surface, en tout cas, adverse, où là, il dit, vous faites ce que vous voulez, grosso modo, hein. Il dit à Mbappé et puis aux autres joueurs de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ce qui me navre, c'est que, et j'adore Giroud, hein, mais c'est qu'il le réinstalle aujourd'hui à la pointe de l'attaque. Je veux dire, c'est comme si on devait, enfin, je veux dire, c'est l'Irlande en face, c'est pas non plus une équipe réputée Mais défensivement. Et puis, je pense qu'il aurait mieux fait de laisser la même dynamique pour voir justement comment on allait arriver à se créer des espaces avec Colomani, justement comme il était positionné l'autre jour, quelqu'un de très mobile, à l'inverse de Giroud qui vraiment n'est pas très mobile, on le sait. Colomani est capable de revenir chercher des ballons, de créer un peu, ça me fait penser un petit peu à l'époque de Bordeaux avec Philippe Farjean, justement, qui était capable, ce petit gabarit, de créer des espaces. Et puis, on lui souhaite une meilleure carrière parce que Philippe Farjean, finalement, il a fait une année vraiment au plus haut niveau. Mais en tout cas, on lui souhaite vraiment de faire beaucoup mieux que lui. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je suis navré qu'il ait remis Giroud encore une fois. mais T'en penses d'ailleurs, quoi? j'allais y venir parce que ça contredit un peu ce que nous disait Dani tout à l'heure. Moi, je ne suis pas d'accord. Deschamps, il n'a jamais eu le courage de mettre les vieux au placard, entre guillemets. Il change l'ossature de l'équipe de France. Aujourd'hui, il n'y a plus Lloris, il y a plus Varane, il n'y a plus Matuidi ou d'autres parce que ces joueurs-là ont décidé d'arrêter l'équipe de France. Sinon, ils seraient Mais toujours moi, là. c'est. Mais Il Mehdi, a c'est pas eu pas le ce que je courage. disais. Giancarlo parlait de Mike Maignan. Enfin, Mike Maignan, après l'Euro 2021, après l'Euro 2020 ou 2021, je ne sais pas comment on doit le nommer, après le huitième de finale contre la Suisse, il doit déjà prendre la place. Et là, Mehdi, là, t'es dur avec Deschamps parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas il a pas le courage par rapport aux anciens, c'est je trouve qu'il fait très bien, c'est la transition entre les anciens et les jeunes. Il n'a Et pas le d'ailleurs, choix. Ils se sont attends, arrêtés. Il n'a pas bah le si, il choix. a le choix. Il a le choix, par exemple, là, il pouvait nommer Griezmann comme capitaine. non, Il a nommé Mbappé. Donc, c'est quand même courageux de sa part. Bah, Euh, c'est surtout politique, je pense. Peut-être, mais en tout cas, c'est lui qui prend la décision. Et Griezmann, il aurait tout autant mérité la place de capitaine qu'Mbappé. Il a quand même décidé de mettre Mbappé tout de suite à ce rôle-là et à ce poste-là, et je pense qu'il a bien fait. Donc c'est quand même Mais moi, courageux. Ouais, moi, Giancarlo. pour revenir sur, je voulais revenir sur ce que disait Marc là, c'est que moi, Sur Philippe ce que je Fargeon vois, particulièrement ou Sur non, Bordeaux, parce que je ne sais même pas, je ne sais même pas qui est ce Philippe Forgeron là. je t'enverrai la fiche. ah, tu connais pas tes classiques, hein. Non, c'est que en fait, Deschamps en attaque je pense qu'il aime pas les créateurs en attaque, en fait. Vous Et aimez pas notamment Deschamps, sur en fait.
et notamment sur les côtés, il a toujours des ailiers qui sont des ailiers vraiment de profondeur, hyper rapides, de vitesse, mais t'as pas des créateurs. Ils font des différences, c'est pas ce que je dis, hein. Ils sont capables de gagner des duels, etc. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas des créateurs. Et je pense que c'est ce qui manque, à la limite, des ailiers qui sont peut-être moins efficaces, peut-être devant le but, mais des ailiers qui ont cette capacité à plus participer au jeu autrement que sur des très grands espaces et sur de la profondeur. Et ça, il l'a jamais, moi je l'ai jamais vu en équipe de France, ou en tout cas je m'en rappelle pas. Et c'est pas grave de pas d'avoir des ailiers qui marquent pas, hein. Il y en avait plein, hein, avant, des ailiers qui ne marquaient pas, hein, notamment en Italie, hein. Fernando De Napoli a joué à Naples et à Milan. Je crois qu'il a mis 3 buts en 200 matchs. Mais bon, voilà, il a gagné des titres, il faisait des différences et il était toujours titulaire, parce que il créait, il savait apporter autre chose que de Ouais, la mais je crois vitesse sur les surtout que buts. son plus grand titre, c'est d'avoir été le mari de Douchka, je crois. Exactement. Je vois que tu connais tes classiques aussi. Ouais, c'est sa plus belle coupe, sa plus belle prise. Mais bon. Il avait un frère, c'était Andrea, non? Exactement. Mais pour en revenir à Giroud et Kolo Muani, est-ce que c'était pas plus utile de faire confiance à Kolo Muani? En plus, moi, j'ai vu quelques-uns des matchs de Kolo Muani à Francfort ou même en équipe de France. Si vous vous rappelez, son match de Coupe du Monde contre la Tunisie, c'était sans doute le meilleur sur le terrain avec cette équipe de coiffeurs, comme on dit souvent dans ces troisièmes matchs qui comptent pour du beurre. Et j'avais été surpris de voir que Kolo Muani, en fait, il sait jouer en pivot comme un avant-centre à l'ancienne, en fait. Il a une panoplie très très large. Il peut prendre la profondeur, il décroche pour récupérer les ballons, il peut jouer en pivot en remise. Et donc, il a un profil beaucoup plus complet que Giroud. Donc, ouais, mais des gens comme Kolo Muani, ils ont besoin aussi de ces matchs contre l'Irlande pour acquérir une certaine forme d'expérience, pour être prêt dans un an et demi, parce que l'Euro, il va arriver vite, hein. Avec la Coupe du Monde qui a été décalée, l'Euro, il va arriver, il est là dans un an finalement. Mais pour Ouais, aller mais Moi, dans... je suis quand même surpris. Giroud qui reste dans le groupe Giroud, je trouve ça normal. Et après, je voulais juste mettre un petit bémol. Mehdi, là, tu disais tout à l'heure que Deschamps n'a pas su se séparer des anciens, etc. Je pense que c'est le cas de beaucoup de sélections qui ont gagné. Tu as l'Espagne qui a mis des années à se séparer des Ouais. cadres alors qu'ils auraient dû, et d'autres équipes qui ont pas su le faire aussi. L'Italie 2006, par exemple. Ouais. Ouais, c'est ça. Italie 2006, France 98. Dany, on t'a coupé, je crois. Ouais, non, non, j'allais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Kolo Muani, parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas compris non plus pourquoi il l'a pas positionné en pointe et pourquoi il n'a pas fait rentrer Coman à droite, parce que l'animation à droite avec Coman et Griezmann, ça fonctionnait très bien. On l'a vu avec les Pays-Bas, même sur d'autres matchs. Et je pense que cette équipe de France, elle a besoin de Coman aujourd'hui. Il est important, je trouve, dans l'équilibre offensif sur la droite de l'équipe. J'ai pas compris ce soir. Surtout que Coman n'a pas forcément besoin de la profondeur pour faire des différences. C'est un super Exactement. dribbleur. Il n'a pas Exactement dans le besoin de petit jeu, ouais. forcément partir lancer pour éliminer l'adversaire. Et sur des matchs comme ça, avec des défenses regroupées, tu peux penser effectivement que tu as besoin de joueurs qui vont provoquer. Il paye son match moyen, je pense, contre les Pays-Bas. Et Voilà. je crois qu'il était un peu blessé aussi. On ne peut pas passer sous silence le nouveau but de Benjamin Pavard, à la Benjamin Pavard. Une grosse frappe de l'extérieur de la surface sur un pressing et un ballon qu'il récupère lui-même. Voilà, mais je crois que c'est pour l'anecdote. Mais donc, on a eu deux arrières droits finalement, Jules Koundé vendredi et Benjamin Pavard ce soir qui ont fait Ah, deux bons matchs. qui a failli mettre un beau but, hein, Jules Ouais, Koundé aussi aujourd'hui. ouais. Ouais, Ouais, ça se vaut, hein, les donc deux se finalement, valent, hein. offensivement, ils ont été très surprenants. Quoi. Ouais. Ah ouais. C'est pas extraordinaire, mais bon. Mais ça marque. Mais ça Mais marque. c'est ça. C'est ça. Alors, bon, deux prestations Bon, extraordinaires, mais bon, on- on sait pas si les adversaires étaient au niveau. En tout cas, ils n'étaient pas au niveau. Ce n'étaient pas des cadors européens ni mondiaux. Donc, le Portugal a fait sa rentrée avec deux grosses victoires, hein. Une victoire contre un épouvantail européen, le Liechtenstein, 4-0 à Alvalade. Et une autre victoire à 6-0 contre le Luxembourg, hein. C'était presque un derby, hein, puisque je vous rappelle qu'au Luxembourg, il y a quasiment plus d'habitants, il y a quasiment plus de résidents portugais que de luxembourgeois. Donc voilà, vraiment deux victoires qui déchaînent les passions et qui ont fait vraiment, qui montrent que le Portugal est revenu à haut niveau. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer ces victoires comprobantes et surtout, qu'est-ce que vous retenez de ces deux premiers matchs avec Roberto Martinez comme sélectionneur? Giancarlo, je lance la patate chaude. non, mais
Je suis dépité par cette question. Franchement, Il y a des choses à retenir. Moi, j'ai retenu plein de choses, hein. ouais, mais écoute, enfin, ta question, c'est est-ce que tu l'as pas posée comme tu devais C'est la vrai, poser, c'est Mehdi, vrai, la c'est vrai. question. Mais Je j'ai pas suis accès à mon désolé, mais téléphone c'était pas portable. ça la vraie question. Alors, je l'ai posé Alors, comment? si tu veux, je vais la poser. Je t'en Est-ce supplie. que Roberto Martinez va permettre d'exprimer tout le potentiel offensif du C'est vrai, Portugal? Tout c'est à la vraie fait. question. C'est la question. C'est la C'est la question. question. Voilà. Je t'en supplie. Comme quoi, tu vois, ça sert qu'on soit là quand même, Mehdi, hein, tu vois. Bah, quatre cerveaux, c'est toujours meilleur qu'un cerveau. Surtout le mien. Euh, Moi, en fait, Roberto Martinez, enfin, je pense pas que le Portugal avait besoin de Roberto Martinez en fait pour exprimer un potentiel offensif. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit sur ces deux matchs-là qu'on va pouvoir vraiment évaluer s'il y a un meilleur potentiel offensif qu'avant, mais Roberto Martinez, je suis pas sûr qu'il apporte quelque chose de plus. Ils ont toujours eu un bon potentiel offensif au Portugal, hein, évidemment. Euh, et puis après, Roberto Martinez, moi, ce qui me gêne un peu, enfin qui me gêne, c'est qu'il a été entraîneur de la Belgique pendant combien? 5 6 ouais, 6 ans facilement. En tout cas, 2 Coupes du Monde. Euh, ouais, donc ouais, au moins 4. Et il avait quand même une des meilleures générations de quasiment de tous les temps avec la Belgique là. Et il en a, moi je trouve, pas fait grand-chose en fait sur les grandes compétitions internationales. Alors, la demi Quand contre la même. France, bon, peut-être ça crée un trompe-l'œil, mais enfin, moi, je trouve que justement, ce gars-là, avec ce qu'il avait entre les mains, n'a pas permis à cette équipe d'exprimer tout son potentiel offensif. Et peut-être que finalement, c'est plus un risque pour le Portugal que l'inverse. Alors que eux aussi, en ce moment, bon, ils ont quand même une génération là, qui arrive devant, qui me paraît hyper efficace et hyper prometteuse. Donc, en fait, moi, j'attends de voir maintenant vraiment sur des gros matchs ce que ça va donner. Mais je suis pas sûr que ce soit grâce à lui que justement le Portugal exprime tout son potentiel offensif. Bon, alors Ah après, ouais, bon, comme Ah tu putain, parlais de ça la vous a scié Belgique, là. c'est tellement profond. comme tu parlais de la Belgique, bon, je rebondis dessus. Alors, il n'a pas gagné de titre, effectivement, Roberto Martinez. Maintenant, la troisième place à la Coupe du Monde 2018, c'est le meilleur Ouais. résultat jamais obtenu par la Belgique en Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas performé avec la Belgique. Il n'a peut-être pas performé autant que les Belges l'espéraient. Mais bon, il y avait aussi un adversaire en face qui n'était pas très, Ouais. très mauvais. Mais ouais, mais bon, la Belgique, avant Roberto Martinez, ils n'avaient pas fait non plus. Ils avaient fait une demi-finale. C'était en 86. Ils perdent contre Maradona, qui En était 86 sur une autre planète. Ils terminent quatrième parce qu'ils perdent le match contre contre la la France, troisième ouais. place contre la France, avec des buts de Philippe Cruyff et Ferreri. Farjean n'avait pas été sélectionné à l'époque, malgré sa bonne Non, saison avec les Girondins de Bordeaux. c'est surtout, oui. Mais bon, voilà. Je veux dire, moi, ce qui m'a intéressé dans les deux matchs, même si les adversaires étaient faibles, c'est le fait que au Portugal, ça fait quasiment 25 ans que tu ne sors pas du 4-3-3. Que Ouais. tu as toujours ce schéma de jeu immuable, Il 4-3-3, y a eu le même si tu n'as pas un vrai 4-4-2, non? avant-centre, un point de fixation, que tu joues avec Nuno Gomes, que tu joues avec João Pito, tu joues en 4-3-3 et ça ne change jamais. Et là, aujourd'hui, on a une autre organisation en 3-5-2 ou 3-4-3 selon les schémas qui peut permettre au Portugal d'exploiter un autre type de potentiel, qui peut permettre de faire perdurer Cristiano dans un rôle d'avant-centre en étant libéré des tâches défensives parce que tu as une autre assise défensive et qui place des joueurs créateurs au milieu de terrain comme Bernardo Silva, voilà, qui se retrouve en position plutôt basse, comme pouvait l'être Kevin De Bruyne avec la Belgique, justement. Et on n'a pas de tracteurs, c'est-à-dire Danilo Pereira et William Carvalho au milieu de terrain pour faire le jeu, pour essayer de créer le jeu avec des passes qui vont tout le temps vers l'arrière. Donc, alors, c'est vrai qu'il faut voir cette équipe face à une adversité sans doute plus grande, mais on sent un changement de philosophie de jeu. Et j'espère que ce changement de philosophie de jeu, en tout cas que moi j'appelais de mes voeux, parce que le match contre le Maroc, par exemple, c'est une purge. Tu as 70% de possession et tu tires 3 fois. On ne va pas refaire le débat sur la possession qu'on a déjà fait sur une émission qui n'a jamais été diffusée parce que c'était notre émission pilote. Mais voilà, c'était pas. On refera ce débat. On peut le On refaire à un refera autre ce débat sur la moment. procédure. Mais moi, je trouve que du coup, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce changement de philosophie. Daniel? Non, moi je te rejoins là-dessus. Je te rejoins, Mehdi, là-dessus. Effectivement, j'attends de voir un peu comme Giancarlo.
là sur ces deux Luxembourg, donc c'est pas vraiment représentatif de leur qualité offensive. Par contre, en, Euh, en PIB, ça envoie du lourd, hein, par contre. ah ouais, ça c'est sûr. Euh, maintenant c'est vrai que moi je serais curieux de voir cette équipe-là face à une Irlande comme la France ce soir. Sur un bloc fermé, un peu plus qualitatif en termes défensifs. Moi, je suis pas sûr que cette équipe du Portugal gagne un zéro, par exemple. Moi, je pense qu'elle aurait Euh, présenté autre chose, tu vois. Plus de garantie, Ils auraient joué justement. ils auraient joué justement dans les je sais petits pas, espaces, je sais en pas. passe redoublée. Oui, Bon. Bah, je pense qu'ils ont plus je les sais joueurs pas, pour le ça m'est faire. dit, tu vois. Ouais, je pense que Ouais, sur le papier, c'est ce que j'allais dire. Sur le papier, le Portugal, ça fait des années et encore aujourd'hui, à chaque poste, ils ont des joueurs qui font partie des meilleurs du monde, que ce soit en attaque, au milieu de terrain ou en défense, et même au niveau du gardien aujourd'hui. Je dis pas que c'est les meilleurs du monde, mais ils font partie à leur poste du top 5, chacun. Maintenant, cette équipe, elle est bourrée d'individualité, mais on n'a jamais su en faire une équipe. On a eu le contre-exemple au mondial, le Maroc par exemple. Le Maroc a fait un super mondial. Pourquoi? Parce que justement, je pense qu'ils ont réussi à créer un groupe, à créer une identité de jeu. Et ça leur a permis d'aller en demi-finale. Ils ont même battu le Portugal, d'ailleurs, en quart de finale. Donc, moi, cette équipe du Portugal, je suis d'accord là et je rejoins Jean-Carlo. Quel que soit le sélectionneur qui soit là aujourd'hui, bon, euh, ils ont choisi ce nouveau sélectionneur. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix ou j'en sais rien. On verra. En tout cas, cette équipe, elle n'avait pas forcément besoin d'un nouveau sélectionneur. Elle a besoin en fait de quelqu'un qui puisse vraiment organiser un jeu avec ces joueurs-là qui ont vraiment de la qualité. Je te rejoins Et pas. Elle avait besoin d'un nouveau sélectionneur parce que Fernando Santos, c'était une purge quand même. oui, c'est une purge dans la façon dont il joue, en fait. Ouais. S'il appliquait un autre schéma de jeu, comme le fait Martinez, ouais, ça peut fonctionner. Maintenant, il y a un bémol, c'est Ronaldo. Moi, cette équipe du Portugal avec Ronaldo, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que on parlait de Deschamps, justement, qui avait du mal à mettre au placard les anciens. Je ne sais pas si c'est pas un cadeau empoisonné, justement, d'avoir encore Ronaldo dans ce nouveau schéma. Euh, Parce qu'effectivement, il a. disons que tant qu'il va bloquer un joueur comme Gonzalo Ramos, ça va être Et un ouais, problème. Parce et que ce ouais, mec-là, maintenant, il a besoin de jouer en équipe nationale. exactement, Il faut qu'il fasse des exactement. matchs, il faut qu'il performe en équipe nationale. Ils prennent de Et tant, l'expérience. ouais, et tant que t'as l'ancien, ça va être compliqué pour lui de faire des bouts de match ou des matchs secondaires. Enfin, ça va être dur à gérer. Ouais. Le Marc, Portugal a besoin de Ramos en titulaire Ouais, aujourd'hui. ouais, je pense aussi. Marc, je sais qu'il a une longue passion avec, avec l'équipe du Portugal, hein. Il a été longtemps supporter de Fernando Ah, Couto et Rui Non, Costa. non, mais oui, absolument. Oui. Non, mais en fait, vous avez tout dit. C'est vrai que pour rebondir sur Ronaldo, c'était l'occasion. Je pense qu'il joue maintenant dans un championnat plus que mineur. C'est l'occasion de tourner la page. Dans un an et demi, il aura 39 ans, le gars. Donc, je pense que c'était vraiment l'occasion de tourner la page. Mais peut-être que là, c'était pour lui faire battre le record de sélection. Je crois qu'il a le record mondial de sélection. Je crois Mmh, qu'il Et de but. a Et de battu. Et but. de but. Donc, je pense que le faire jouer contre deux équipes comme ça, c'est pas un gros risque non plus. Mais je suis d'accord, ça serait peut-être le temps de passer à autre chose. Après, juste pour faire rapide, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Mehdi, c'est sur le changement en fait de tactique qui va, je pense que ça va peut-être maximiser l'attaque, l'organisation offensive du Portugal. Je pense que le système 3-4-3 est un système qui va être peut-être plus adapté parce qu'il y a quand même des latéraux de très très grande qualité. Alors, on sait que dans le système 3-4-3, c'est souvent les latéraux qui font la différence, qui font le surnombre au milieu de terrain et en attaque. Et avec des joueurs comme Nuno Mendes, finalement, qui ont un coffre, il a une qualité de. Je veux dire, il a une résistance et puis un coffre qui est vraiment hyper important. Il est capable de courir, d'amener le surnombre très régulièrement et de revenir. Et puis de l'autre côté, c'est la même chose. Je pense que
il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux où il n'y avait aucune ADN au Portugal. Je veux dire, tu regardais le Portugal, tu te dis c'est pas possible qu'avec de tels joueurs jouent aussi mal et il y ait aussi peu de choses. Il a gagné un titre hein, en 2016, mais je pense que c'était vraiment le temps de passer à autre chose. Donc, moi, je pense que ça va être que mieux. C'est un bosseur, Roberto Martinez, quelqu'un qui est vraiment très méticuleux qui regarde bien le potentiel de ses joueurs. Il amène une dynamique aussi. C'est quelqu'un qui va imprimer une certaine joie dans ses équipes. Hein. Et c'est quelqu'un qui vraiment prend en compte l'être humain, mais je pense que c'est aussi quelqu'un de très pragmatique. Ah, Et tu t'es trouvé joyeux à regarder la Belgique, franchement? Pas sur la dernière Coupe du Monde, mais pas sur les sur la autres dernière, mais compétitions, ouais, quand même. sur la dernière, Giancarlo, c'était une équipe qui était hyper vieillissante et effectivement, il y avait des dissensions Mais dans le vestiaire. même avant, même quand ils se font sortir par l'Italie, enfin, ils sont pas, enfin, ils proposent pas un truc incroyable. Avant, quand la Coupe du Monde, quand ils se font sortir par la France, j'ai pas le souvenir d'une Bah, ils faisaient de la équipe. possession, hein. Enfin, Il faisait de la possession, ouais, Steve. enfin, Ils faisaient de la possession, hein. Le match contre la France, on en a souvent parlé, notamment Ah par ouais. rapport aux réactions de Thibaut Courtois à l'époque. Si vous regardez le match contre la France, le meilleur joueur du match, c'est Thibaut Courtois. Et La ouais. France a beaucoup ouais. plus d'occasions en ayant moins souvent Ah, le ballon. moi, Mais le seul match que j'ai en mémoire qui m'a marqué, c'est quand il tape le Brésil, là. Mais bon, c'est un match au-dessus de la norme de De Bruyne, surtout. Mais après, à côté de ça, cette équipe, moi, elle m'a jamais, enfin, j'ai jamais kiffé de regarder jouer la Belgique. Alors que je reconnais qu'ils avaient des top. Ouais, mais il y avait vraiment un gros échec dans l'équipe de cette Belgique, de Belgique. C'était De Bruyne qui était vraiment pas du tout au niveau de Manchester. Quand il joue à Manchester City, c'est vraiment un joueur qui a pas qui s'est pas très bien comporté dans les équipes, dans l'équipe de Belgique, en tout cas ces dernières années. Donc, je pense que ça a joué beaucoup. Mais la Belgique est à sa place. Je veux dire, quatrième du mondial en 2018, c'est troisième, pas meilleur que la troisième. France. Regarde. Troisième, pardon. Troisième, c'est pas meilleur que la France, c'est pas meilleur que la Croatie. Moi, je pense qu'ils étaient tout à fait à leur place. Ils ont réalisé une super Coupe du Monde. Après, l'équipe est vieillissante derrière. Tu veux qu'ils fassent l'an dernier, c'est bon. Je pense que là aussi, ils sont à leur place. Quoi. Non, mais pour en revenir, parce que bon, vous comparez les deux équipes, moi je pense que Roberto Martinez, aujourd'hui, il a un plus gros matos avec le Portugal, Ouais. comparativement, que ce qu'il avait avec la Belgique. Parce que Oui, Marc en Ah a bah oui. parlé, oui, mais le oui, niveau des oui. latéraux portugais, alors je ne sais pas si Ouais. Nuno Mendes a joué contre le Luxembourg, hein, pour tout vous dire, on va Ouais, être, il a pas joué. regarder ce Il était match-là. titulaire. Mais Il était bon, titulaire. en tout cas, contre Liechtenstein, tu as Rafael Guerreiro à gauche et Joao Cancelo à droite. Voilà, tu as des Ouais. pistons hyper offensifs qui ont l'habitude de Oui, oui, déborder et surtout qui sont des super centreurs. Et contre des équipes regroupées comme ça, où tu joues à deux pointes, parce qu'il y avait Joao Félix en pointe avec Ronaldo, avoir deux latéraux qui sont capables de fournir une telle qualité de centre, bah, il ne l'avait pas avec la Belgique. Il ne l'avait pas. ah Il ben, avait. on parlait de favoris de l'Euro tout à l'heure, mais sur le papier, enfin, les joueurs qui vont être alignés pour le Portugal à tous les postes, enfin, ils sont aussi favoris qu'une équipe de Oui, France, je pense. parce qu'on n'a On pas est parlé des d'accord. centraux, mais les trois centraux aussi sont Largement, exceptionnels. quoi. Hein. Ah oui, Largement. Ah aussi. ben Ah, oui. on est Ah d'accord. oui, oui. On est d'accord. Ils seront favoris, mais et pour moi, ils seront d'autant plus favoris qu'ils auront un autre système de jeu. C'est-à-dire qu'ils feront peur offensivement. Donc, on va entamer tout de suite notre troisième débat pour tous les passionnés qui ont fait allemand LV2 au collège et au lycée. Donc, pour une fois, on va débattre de Bundesliga avec assez surprenant l'information qui est parue la semaine dernière, puisque beaucoup d'entre nous dans cette émission avions fait du Bayern Munich notre favori pour la Ligue des Champions. En tout cas, on le voyait en finale. Giancarlo, tu étais le seul à ne pas les voir en finale. Les trois autres, on les voyait en finale. Et donc, malgré leurs bons résultats européens, on a appris la semaine dernière donc Julian Nagelsmann a été renvoyé du Bayern de Munich pour laisser sa place à Thomas Tuchel. Donc, le Bayern se paye le luxe d'une petite crise sportive hivernale, ou on va dire printanière, pardon, excusez-moi, à ce moment de l'année, avant un match au sommet contre le Borussia Dortmund et juste avant les quarts de finale de Ligue des Champions. Nagelsmann n'est pas resté au chômage longtemps puisqu'on l'annonce maintenant à Tottenham. Hein. Donc il aura reçu le double jackpot, un gros chèque au licenciement et un gros chèque à l'embauche. Donc comment vous voyez cette crise sportive au Bayern de Munich, Marc? Bah, je ne suis pas sûr que ce soit une crise. En fait, moi, je pense que c'est
les dirigeants, ils ont fait ce que, à mon avis, les dirigeants du Qatar auraient dû faire avec Galtier, c'est-à-dire se séparer d'un entraîneur qui ne répond pas exactement aux attentes, quoi. Donc, Nagelsmann, pourquoi il ne répond pas aux attentes? Ben, parce qu'ils sont deuxième du championnat et que pour le Bayern, avec les moyens qu'ils ont, avec le banc qu'il a exceptionnel, les dirigeants du Bayern, à mon avis, voilà, quoi, ils ont décidé de s'en séparer pour ces raisons-là. En plus, d'après ce que j'ai entendu, je pense qu'ils n'aimaient pas trop le manque de stabilité du 11, hein. Le 11 était souvent changé de match en match. Il y a eu des histoires avec Manuel Neuer aussi. Je crois qu'il a viré l'entraîneur des gardiens qui était là depuis 12 ans. Quand tu fais ça à Neuer, ça crée évidemment des polémiques à l'intérieur du vestiaire. Et puis, bon, mais il a viré Lewandowski. Il n'en voulait plus. Et puis surtout, il a mis au pouvoir la nouvelle génération, la jeunesse, en fait, hein, en mettant Kimmich capitaine pour s'inscrire dans la durée. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, je pense que ça vient du vestiaire. Ça doit venir aussi de la direction, évidemment, qui euh, était plus d'accord vraiment avec les choix. Fait qu'ils ont anticipé. Puis quand tu as le mois d'avril qui se présente là, qui va être le plus gros mois probablement, ben, ça va être un énorme mois en tout cas, avec dès le 1er avril, je pense, une confrontation contre le Borussia Dortmund. Ben, je pense qu'ils ont pris les devants et qu'ils se sont dit qu'avec l'entraîneur actuel, ben, il serait déjà très compliqué. Bon, en championnat, peut-être que ça passerait, mais contre Manchester City, ça ne serait pas le cas. Et autre chose qu'il ne faut pas oublier, Thomas Tuchel était dispo, mais très, très, très convoité donc par Paris. Et apparemment, il se murmurait qu'il apprenait l'espagnol pour l'an prochain. Donc peut-être qu'il était visé aussi par le Real Madrid, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas d'autres clubs en Espagne qui seraient capables de l'avoir. Donc au final, je pense qu'ils ont sauté sur l'occasion. En 2018, c'est ce qui devait se passer. Il a préféré le PSG. Et là, ils se sont dit, c'est l'occasion, tout simplement. Oui, donc tu disais qu'il voulait s'inscrire dans la durée. Donc tu veux dire que Nagelsmann était prêt à faire des macarons, c'est ça? Giancarlo, on va vite passer sur cette blague, Giancarlo. Je suis pas... Moi, je suis d'accord avec Marc sur le fait que ce soit pas vraiment une crise. Ouais, on fait les transitions, Mehdi, pendant que tu finis de pouffer tranquillement dans ton coin, Dans ta euh, cave. dans ta cave à Marrakech. Donc ouais, je pense que c'est pas vraiment une crise. Euh, je pense que ça démontre quelque chose, c'est que dans ce type de club, ça rigole pas, quoi. C'est que le mec, il est deuxième, mais il est pas largué. Il est en quart de finale de Ligue des Champions. Par contre, il colle pas avec la philosophie et l'ADN du club. Il dégage, hein. Il se pose pas 10 000 questions. Puis il cherche quelqu'un qui est plus en phase avec l'institution. Et tu évoquais le PSG, Marc. Je pense que c'est ce qui manque au PSG. C'est une ligne de l'institution, quelque chose qui est quasiment sacré, le club, quoi, comme on peut l'avoir au Real, au Barça, dans toutes ces institutions du football. Et lui, il n'est pas en ligne, il s'en va. Voilà. Bon résultat ou pas bon résultat, parce que moi j'aurais du mal à dire que ce mec-là n'a pas des bons résultats, quand même. Malgré C'est Mm. tout, ça. je pense qu'il est en lice dans, dans les deux principaux objectifs, mais il est en phase. Alors avec le vestiaire, je suis d'accord aussi, je pense que ça devait grincer un peu, mais pas le vestiaire, comment ils agissent, au Bayern, Non. t'as pas grand-chose qui dépasse en général, hein. T'as pas des divas, t'as pas des... Et donc les mecs du vestiaire, je pense, sont alignés avec la philosophie de l'institution. Et en fait, c'était finalement l'entraîneur qui était, entre guillemets, déviant par rapport à ça. Donc c'est un choix, moi, je pense, Je de crois que ouais. managérial, vraiment pur. Et pas, c'est pas, ça démontre pas une crise. Au contraire, même, je pense qu'ils se sentent forts de pouvoir faire ça à ce moment-là, même. Voilà. Donc non, pour moi, c'est pas une crise. Et par contre, Tourelle, il est quand même c'est le mec, quand même, il est en capacité maintenant de gagner deux Ligues des Champions en 3 ans en Ouais, arrivant en première année, quoi. exact. Je trouve ça En énorme. arrivant en Je première trouverais année, ça en arrivant énorme, en quoi. demi-année. Bon, voilà. Le mec est arrivé en janvier à chaque fois. Janvier, février Ouais. à chaque fois.
À Chelsea aussi, c'était en janvier? Eh ben oui, il s'était fait Bah virer oui, de bah oui, janvier il s'était bah fait oui. virer en janvier par Paris, à la trêve, et il avait repris Et Chelsea, bien genre voilà. en fin janvier, début février, quoi. Mm. Alors, le mec monte une boîte de consultants pour gagner la Ligue des Champions, en fait. Il arrive Exactement. bien, il fait une mission de 3 mois, il se casse. Il est intérimaire, il fait des missions courtes. C'est Vas-y. énorme, je trouve. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que le Bayern a pris Tuchel pour gagner la Ligue des Champions. Et c'est un club qui plaisante pas parce qu'effectivement, vous avez tout dit, hein, le Bayern, bon, c'est pas une crise, hein. J'ai regardé depuis 2013, donc ça va faire 9 ans. Le Bayern, en comptant maintenant l'arrivée de Tuchel, c'est 8 entraîneurs. Ils ont été champions depuis 2013. Et depuis 2013, il y a 8 entraîneurs qui sont passés par le Bayern. Donc Un bon, par an, ça fait voilà, ça fait en quasiment. moyenne, c'est un par an, quoi. À part Ouais. Pep Guardiola qui est resté 3 ans. euh, Pianquez aussi, non? ouais, mais en fait, avec l'arrivée de Tuchel, c'est 8 entraîneurs depuis 2013. Ouais. Donc, il n'y a pas de crise au Ok. Bayern, hein. Il n'y a pas de crise. C'est voilà, c'est un club qui, comme vous l'avez dit, c'est une institution. Une institution, en fait, ils prennent leurs décisions, ils prennent leurs responsabilités. Et je pense qu'ils ont voulu envoyer un message très clair au vestiaire aussi, en leur disant, voilà, nous, on veut la Ligue des Champions. Donc, Mm. on a compris votre message. On change l'entraîneur. Maintenant, c'est à vous de faire le boulot sur le terrain. Bah, Et je pense qu'ils ont. c'est curieux parce C'est que justement, si le message c'est on veut la Ligue des Champions, et justement sur la Ligue des Champions, c'est sans doute là où ils étaient le mieux placés, mieux qu'en championnat. Et comme l'a dit Bah, ça Marc, dépend. Regarde, Mehdi, en championnat, ils sont qu'à un point de Dortmund. d'accord, mais en Ligue des Ils voilà. Champions, battent, c'est la ils seule battent, équipe. En ils Ligue des battent. Champions, c'est la seule équipe à avoir gagné les 8 matchs et ils ont pris que 2 buts. Et ils ont fait 6 clean sheets. Je vois pas comment Oui, tu as Nagelsmann pourrait raison. avoir un meilleur bilan que ça en Ligue des Champions. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que disait Giancarlo. C'est la philosophie peut-être qui plaît pas au club. Euh, et euh, et peut-être que justement les instabilités au niveau du 11 dont faisait référence Marc ont fait qu'ils avaient peut-être peur justement qu'en Ligue des Champions, ça puisse nuire à une victoire cette année. Parce qu'ils ont vraiment le potentiel pour la gagner, cette Ligue des Champions cette année. Ils ont vraiment le banc, l'équipe pour le faire. Donc, à mon avis, voilà, ils ont eu peut-être une pression, comme disait Marc, au niveau du vestiaire. Ils l'ont écouté. Je pense qu'Oliver Kahn est assez prépondérant dans ces décisions-là. Il a été joueur en plus. Il l'a gagné, cette Ligue des Champions. Il sent que cette année, il peut la gagner. Et il est très proche de Tuchel. Donc voilà, ça colle. C'est un club qui n'a pas des problèmes d'argent. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le gars, il est arrivé, il a un contrat de 5 ans. Il avait contrat jusqu'en 2026. Il paye 25 millions d'euros pour le faire venir quand même. C'est la première fois que le Bayern paye pour recruter un entraîneur. Donc, du coup, le gars, il avait l'avenir tracé. Donc, très clairement, voilà, ça collait pas avec le club. Oliver Kahn, il a compris que la Ligue des Champions, il n'allait pas la gagner avec lui. Et il a préféré écouter le vestiaire. Et ils vont la gagner, je pense, avec des champions. Et Tuchel va avoir 2 Ligues des Champions en 3 ans. Bah, moi, je crois effectivement, c'était le dernier argument de Marc. Moi, je crois que ils sont saisis sur une opportunité de marché, comme on dirait dans d'autres secteurs, que Ouais. Tuchel était dispo et que c'était assez inespéré. Qu'ils ne voyaient pas, quand ils ont recruté Nagelsmann, ils ont pris Nagelsmann parce que Tuchel, leur premier choix, n'était pas dispo. Et que là, il était libre. Il était effectivement très demandé parce que tu as parlé de l'Espagne, tu as parlé du PSG qui voulait le faire revenir. Il était annoncé à Tottenham pour remplacer Conte, parce qu'il ne voulait pas spécialement quitter Londres, Tuchel. Donc, voilà, ils ont sauté sur l'occasion. Ils se sont dit, c'est le moment ou jamais, sinon on n'arrivera jamais à le faire signer. C'est plutôt comme ça que je le vois. Je ne pense pas qu'il va y avoir de révolution dans le jeu. On voit comment Tuchel jouait avec Chelsea, c'est-à-dire, en gros, comme Nagelsmann, hein, en 3-5-2 ou en 3-4-3. Bah, le Bayern va évoluer comme ça sur les derniers matchs, notamment la double confrontation contre le PSG. Ils vont continuer d'évoluer comme ça avec Tuchel. Donc, ce qui va changer finalement, c'est la gestion humaine des joueurs, surtout. Pas forcément le système de jeu ou la philosophie de jeu. Et je vous rappelle quand même que, bon, on parlait de coller à la ligne du club. Tuchel, finalement, ces 2 dernières histoires en club, elles se sont mal finies. Elles se sont mal finies. Pourquoi? Parce qu'il est rentré en confrontation frontale à chaque fois avec le président. À Paris, parce qu'il n'était pas d'accord sur la philosophie des transferts. Et à Chelsea aussi, parce qu'il n'était pas d'accord sur Ouais, la bah. philosophie des transferts. Le board de Chelsea l'a viré parce qu'il a refusé Ronaldo, quoi. Bon, c'est ça l'idée, Et quoi. à Dortmund, Au Bayern, il dégagera. Une fois qu'il sera plus d'accord avec la direction du Bayern, tu verras, il prendra un coup de pied au cul, hein.
Ah ouais, bah, je pense. Et au Bayern, c'est pas lui qui va décider des transferts, hein. Ça sera Salihamidzic en direct et Oliver Kahn. Et Oliver Kahn, ouais. Et alors, du coup, si on se projette sur la fin de saison du Bayern et si on essaye de voir si c'est un pari gagnant ou pas, dès ce samedi, comment vous voyez le choc de la Bundesliga samedi 1er avril entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, qui va donc être quasiment décisif pour le titre? Giancarlo, je sais que tu as un lourd passif avec Jean-Charles Sabatier, donc je te laisse la parole. Oui, j'ai eu le privilège de recevoir une coupe de Jean-Charles Sabatier, ce qui est énorme quand même. Une coupe de Euh, cheveux? Non, non, une coupe de champagne. D'accord. Donc dis-nous tout. Euh, Ça se joue à Munich, Et Bayern, Borussia. Ouais. c'est Bayern Borussia. Mhm. Ouais, moi je mettrais une courte victoire du Bayern de but d'écart. 1-0. Je mettrais 1-0. Ne me demandez pas d'expliquer ce que je vais pas y arriver. Je fais juste le pronostic. Et soyez contents. Alors que la Moldavie a fait match nul hein, ce soir d'ailleurs, contre la République tchèque. Tout à Vous fait, tout voyez à ces fait. petits Moldaves. Et contre Ah, une c'est toi qui équipe avais dit ouais, ça, Qu'on mais je me suit souvenais plus. maintenant. Marc ouais. Abaye. Mais moi, écoute, j'en sais rien. Je sais pas quelles sont les équipes en présence, s'il y a des absents ou pas. En tout cas, on va dire on va estimer qu'il va y avoir un électrochoc. De toute façon, le Bayern n'a pas trop le choix. Ils doivent gagner ce match-là parce qu'ils ont un point de retard déjà contre Dortmund. Donc, je pense que Ouais, ils voilà, c'est devraient là. ça que je voulais dire. C'est très bien ça. De quoi? Ils n'ont pas le choix. Ah, ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est ça. Donc, ils devraient gagner. En marque, j'avais dit pareil de l'Italie. Et donc, Ce petit Marc. Ce petit clin d'œil. petit Marc, le Ah, petit. écoute, ils devraient gagner allez, 2-0, on va dire, contre Dortmund. Daniel? Bah, pour faire court, oui, un point de retard. Le Bayern, électrochoc après la sortie de l'entraîneur. Et puis ils vont passer leader, voilà, ce week-end. Ils vont gagner 3-1. Ok, donc bon, effectivement, sur le papier, le Bayern est favori. C'est le match de l'année pour le Bayern, mais c'est aussi le match de l'année pour le Borussia. Le Bayern est champion depuis 10 ans d'affilée. Le Borussia n'a jamais été aussi près de récupérer un titre de champion. C'est l'autre grande Allemagne, le Borussia. Moi, je pense que voilà, les joueurs jaunes et noirs, ils vont arriver aussi le couteau entre les dents. Ils ne sont pas là pour se laisser marcher dessus. Ils n'ont plus rien d'autre à jouer. Donc, moi, je parierais sur un match nul, un partout. Donc, on passe de C'est suite à noté. notre deuxième pronostic. Donc, on va aller là en première ligue, puisqu'il y a un match au sommet aussi ce week-end entre Newcastle, 5e, et Manchester United, 3e. Donc, un match décisif dans la course à la Ligue des Champions. Newcastle, bon, club historique de première ligue, mais nouveau riche, hein, avec l'arrivée des Saoudiens, qui a monté un projet sur plusieurs années et qui là se retrouve donc aux portes de la Ligue des Champions et donc aux portes de la validation du projet. Donc, Marc, c'est pareil, hein, on ne connaît pas les équipes en présence, mais tu peux nous faire un pronostic. Ouais, mais j'ai eu le temps de me préparer. Alors, je te donne un indice, David Ginola ne joue plus hein, à Newcastle. Non. Donc, ça veut dire qu'il Eric n'y a Cantona. plus Eric Cantona à Manchester non Non. plus. Alors, c'est ça? Non, ni David Il sera... Bellion d'ailleurs. Écoute, moi, Cache si ta je me joie, hein. fie. Non, mais c'est pas ça. C'est que bon, Newcastle, on ne sait pas trop finalement. Si on se fie aux statistiques des 3 derniers mois, je suis allé choper ça. Je crois que Newcastle a gagné 40% de ses matchs à domicile dans les 3 derniers mois, alors que parallèlement, Manchester a gagné 50% de ses matchs à l'extérieur. Ouah, bah alors, c'est évident. Donc là, ben là, c'est Du clair. coup, Ça tout donne devient pas le évident. Te score, mais prends. ça donne une tendance. Donc, si on se base là-dessus, et si on se base, ouais, c'est ça, sur la dynamique, on va dire que moi, je mettrais Manchester gagnant à Newcastle. Newcastle a beaucoup de mal contre les gros.
Je crois que les derniers matchs, ils ont perdu contre Manchester City il n'y a pas si longtemps que ça, Liverpool aussi. Donc je dirais que ce Manchester devrait l'emporter 2-1 à Newcastle. Putain, je sais pas si cette rubrique des pronostics, elle va tenir à longtemps. Si, elle va tenir longtemps, là, c'est à mon tour. C'est. Donc, moi, écoutez, Newcastle, la seule chance qu'ils ont d'attraper la Ligue des Champions, c'est par le championnat. Manchester United, ils ont encore la voie Europa League et ils seront pas loin de la timbale en Europa League. Donc, Manchester, ils vont pas jouer toute leur saison sur ce match-là. Newcastle, pas loin. Ils ont quand même, je crois, la première ou deuxième défense de Première Ligue, Newcastle. Donc, c'est solide La derrière. première. Euh, Ça va pas être une partie de plaisir pour Manchester d'essayer de forcer le verrou des Magpies. Donc moi, je vois une victoire très très courte de Newcastle 1-0. Daniel? Moi, je pense que ça va être un match assez compliqué. Manchester United revient quand même en championnat d'une défaite de 7-0 contre Liverpool, souvenez-vous. C'est le dernier match de championnat. Et Newcastle, ils reviennent de 3 défaites. Donc une défaite contre Liverpool, défaite contre United en Ligue, en Coupe, je crois, et la défaite contre Manchester City. Moi, je pense que c'est un match où il n'y aura pas de vainqueur. C'est un match qui coûte cher en points. Ils veulent tous la place pour la Ligue des Champions. Et Donc en pour bière moi, aussi. ouais, en bière aussi. Je pense que ça va se solder par un match nul et je dis un partout. Donc Giancarlo, qui visiblement est passionné par cette rubrique, hein, du fait de sa dernière place dans le classement. Giancarlo Wiesel, là. Euh, moi, Newcastle, enfin, quand tu te dis que c'est Saint-Maximin qui remplace Alan Shearer, finalement, dans l'esprit, hein, depuis Alan Shearer, on n'a pas vu une belle équipe de Newcastle. Moi justement, j'aimerais bien Oh, voir cette Ginola, équipe en Ginola. Ligue des Champions. Mais moi, j'aimerais bien voir cette équipe en Ligue des Champions. Je trouve que ça apporterait un peu de frais. Puis je suis d'accord avec Mehdi, ils vont jouer leur vie, là. Puis Manchester, ils ont montré leur capacité à se rater quand même sur des matchs importants, là. Donc moi, je vois une victoire de Newcastle 2-0. Ok, c'est bien noté. Et donc on arrive au prono que tout le monde attend, hein, le prono improbable. Donc là, on va en Liga NOS, hein, Ah, sur ce prono-là, Giancarlo. depuis le temps que Giancarlo le réclamait. Donc Ah, on va parier sur un Vizela Casapia. Casapia. Un match qui vaut cher aussi, hein, un match à 6 points parce que ça joue la qualification en Europa League, puisque même Casapia est sixième Vizela. avec 38 points et Vizela est huitième avec 32 points. Donc ça peut permettre à Casapia de faire Oh un là trou là là. définitif sur Vizela ou de voir Vizela revenir derrière, juste derrière, talonner Casapia. Donc, bon, c'est moi qui commence, hein. Ça va être un match assez serré, puisque donc j'ai regardé un peu. Ces deux équipes sont exactement sur la même dynamique sur les 5 derniers matchs. De 3 victoires, une défaite et un match nul sur le dernier match. Donc voilà, hein, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. De défense assez semblables, hein, 27 buts encaissés par Vizela, 24 par Casapia. Mais une meilleure attaque pour Vizela. Plus de difficultés à Casapia pour scorer, hein. Ils ont même une différence de but négatif, Casapia. Donc, Casapia se déplace. Ils sont pas sur enfin, même s'ils sont sur la même dynamique, ils sont en recul ces dernières semaines. Donc, je vois une victoire de Vizela 2-0. Le mec est en train de m'expliquer que l'équipe qui joue l'Europe au Portugal, elle a un goal average négatif. C'est quand Ah même oui, c'est le extraordinaire. cas. C'est quand même extraordinaire cette information. Non, C'est-à-dire, mais c'est une information cruciale par rapport à ce que Daniel a essayé de nous vendre sur le niveau du championnat portugais. je suis d'accord. Je Je vais même pas suis répondre d'accord. à ça. Je vais pas répondre à ça. Giancarlo, je te laisse parler en Bon, deuxième. bref, je, je, je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Alors, je vais faire un pronostic de cœur. C'est que j'aimerais tellement voir un Casapia Toulouse à Lisbonne, pas loin de Lisbonne avec vous l'année prochaine, que bon, je vais miser sur une victoire de Casapia pour, pour équilibrer son goal average. Une victoire 2-0 à viser là. Marc, on va laisser finir Dani, hein, en bon portugais.
Allez. D'abord, c'est un match qui passionne les foules ici à Québec. Hein. Faut savoir que tout le monde en parle. Bon, ben, j'ai bossé parce que je me suis dit, bon, je connais ni Vizela ni Casapia. C'est quand même le 10e contre le 10e qui reçoit le 7e du championnat. Donc, j'ai regardé. Alors, si on se fie aux confrontations directes, ouais, non mais attends. Sur, sur les 5 dernières confrontations, 4 victoires de Vizela et un match nul. Donc, moi, je dirais que rien qu'avec ça, qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme note? Euh, Vous préparez vraiment attends, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Ouais, ben, sur les 20 derniers matchs, 9 défaites de Casapia. Donc, le bilan n'est pas bon. 7 victoires et 4 nuls. À l'extérieur, ils ne s'en sortent pas très très bien. En général, ils perdent. Donc, je dirais, compte tenu de tout ça, une victoire de Vizela 2-1. Il n'y en a pas un qui est Ça capable. leur permettrait de Qui est remonter. capable de me citer le nom d'un joueur d'une des deux Ah, équipes? tu nous emmènes. Moi, je pense qu'il y a un Santoche dans l'un ou de l'un ou l'autre. C'est ça. Allez, c'est bon, ça va Daniel, déraper. Laisse tomber. Non, bah, vous avez tout dit en fait. Hein. Juste pour compléter ce que disait Marc, effectivement, comment dire, Casapia, les rencontres Vizela-Casapia, Casapia n'a jamais battu Vizela sur les 3 dernières années. Ah, ah oui. Voilà. C'est la bête noire en Ah fait. oui. C'est la bête noire, Ah la bête noire de ouais. Casapia Vizela. Donc Ouais. du coup, Ouais. pourquoi changer l'histoire? Euh, Et donc, ouais, pour revenir à Vizela, ils vont jouer à domicile. Ils Dans les jouent quand montagnes. même un match important pour revenir à hauteur justement de Casapia, qui est aux portes des places européennes. Ils ont cette opportunité. Donc, ça va être un match à couteau tiré. Je pense que Vizela va vraiment s'imposer sur son terrain 2-1. et donc, tu fais les mêmes pronostics que Marc, il n'y a pas de souci. Mais donc, tu nous parles de Vizela qui joue à domicile. Quel est le nom du stade de Vizela? Allez, alors, je vais changer mon pronostic. Je vais mettre 3-1 pour Vizela. Allez, 3-1 pour Vizela. Moi, je l'ai vu, le stade de Vizela. Il est au milieu des montagnes, là, presque à flanc de falaise. C'est celui-là, non? Non, c'est Braga, ça. Non, ça c'est Braga, ça. Non, mais même Vizela, c'est entouré de montagnes. Ouais, le Portugal est entouré de montagnes. Non, non, c'est la mer aussi. T'as la mer. Ah, vous me désespérez. Bon, en tout cas, je pense que ce prono fera aussi grand bruit que Moldavie Il Féroé, hein, qui a passionné C'est les quoi? C'est Moldavie Il quoi? Féroé déjà avait été énorme. Je suis désolé, mais on l'a entendu, tu as dit ce porno. Non, j'ai dit ce prono, j'ai pas dit ce porno. Bon, on peut pas finir sur ça, les gars. Donc, en tout cas, on J'ai vous très souhaite bien une entendu. très très belle semaine devant ces affiches succulentes. Hein. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On va se faire foot. À bientôt. Allez, bonne Salut soirée les à gars, tous. à bientôt. La French Radio. Portugal.